Notre avenir, 5 ans, c'était le titre sur son écran et le contenu a déclenché un séisme, révélant un plan froid où je n'étais qu'un pilier remplaçable de sa vie parfaite. Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans, je vis en périphérie de Seattle et je travaille à distance comme analyste de données. Ma petite amie, Élise, 26 ans, habite chez moi depuis 7 mois. En surface, tout semblait normal. Mais depuis quelque temps, elle glissait des pics déguisés en humour. Lors d'un dîner avec mes collègues, elle lança, en riant trop fort. Adrien, c'est le type le plus sûr du monde, ennuyeux, prévisible, et vraiment facile à contrôler. Tout le monde a ri. Moi, j'ai simplement baissé les yeux et avalé ma honte avec mon verre d'eau. Ce matin-là, elle partit pour son service à la clinique dentaire, mais oublia son ordinateur portable sur la table de la cuisine, écran encore allumé. En passant pour me faire un café, j'aperçus un document ouvert, intitulé « Notre avenir, 5 ans ». J'ai pensé à une liste de projets, des voyages, peut-être une surprise pour notre anniversaire. J'ai cliqué. Et je me suis figé. Ce n'était ni romantique ni tendre. C'était un plan stratégique. Une feuille de route où je n'étais pas son partenaire. Mais une ressource. Un pilier interchangeable dans la construction de sa vie parfaite. Le document était construit comme un rapport professionnel, section numérotée, tableau, budget prévisionnel. Le tout avec une rigueur clinique qui n'avait rien de romantique. La première ligne m'a frappé comme un coup de poing au sternum. Arrêter la contraception sans l'informer. Grossesse planifiée, 4-7 mois. Je suis resté planté là, incapable de respirer. Elle avait même coché la case suivante, résidence établie à 100%. Et oui, elle avait insidieusement envahi la maison. Un sweat dans la salle de bain, des produits de beauté dans chaque tiroir, ses plantes partout, jusqu'à mes étagères réorganisées sans que je m'en rende compte. Pas une installation amoureuse. Une occupation stratégique. Le reste était pire. Étape 3, quitter le travail, pour raison médicale, grossesse à risque. Étape 4, transférer progressivement toutes les dépenses sur Adrien. Noir sur blanc. Comme une procédure. Elle avait même ajouté une note. Adrien gagne environ 110 000 $ an. Il peut tout assumer sans difficulté. Puis venait la partie, année 2-3, rédigée avec une froideur chirurgicale. Dépôt de la demande de divorce au tribunal du comté de King. Motif, workaholic, émotionnellement distant, différence irréconciliable. Les mots étaient aseptisés, mais l'intention, elle, était toxique. Au bas du document se trouvait un tableau final, entouré d'un cadre rouge. Pension alimentaire pour enfants, 4 cents $ mois. Pension compensatoire, 8 cents $ mois. Obligation pour Adrien de vendre la maison ou de racheter sa part, 50% de l'équité. Ma maison. Que j'avais achetée seule, 3 ans avant même de connaître Élise. Puis, la phrase qui m'a presque donné envie de vomir. Sécurité financière pour moi. Liberté personnelle ensuite. Tout était prémédité. Pas une impulsion, pas une peur, pas un rêve naïf de stabilité. Non. Un plan d'extraction. Je pensais avoir eu le pire. Je me trompais. À la fin du fichier, dans un dossier joint, j'ai découvert quelque chose d'encore plus intrusif, une série de captures d'écran de mes comptes bancaires, de mon plan retraite, de mes investissements. Toutes prises le jour où j'avais laissé mon téléphone déverrouillé sur le canapé, pendant qu'elle regardait une série en attendant que je revienne de la douche. Elle avait tout enregistré. Mes revenus exacts, mes dépenses mensuelles, le montant de mon épargne d'urgence. Même la valeur nette estimée de ma maison. Chaque donnée avait été soigneusement copiée et intégrée à son plan. Ce n'était pas une réflexion nocturne ou un fantasme de contrôle. C'était un audit. Une étude de faisabilité. Un projet piloté depuis des mois, peut-être depuis le début. Je me suis senti glisser sur la chaise, le cœur battant comme un marteau sur une vitre. Il n'y avait plus d'amour dans ce que je lisais. Il n'y avait jamais eu d'amour dans ce document. Seulement la certitude glacée que, pendant que je construisais une relation, elle construisait une sortie. J'ai transféré le fichier vers mon adresse email, puis vers celle de mon avocat, le même qui m'avait aidé pour l'achat de la maison. Par réflexe méthodique, j'ai pris des photos de tout, le document ouvert, la date de dernière modification, son profil connecté dans le coin supérieur, chaque volet du plan. Ensuite, j'ai remis le laptop exactement à l'endroit où je l'avais trouvé. Même angle. Même luminosité d'écran.
comme si je n'y avais jamais touché. Le soir, Élise rentra en fredonnant, tout sourire, me racontant la patiente ingérable du jour avant de m'embrasser sur la joue comme si notre vie n'était qu'un long dimanche paisible. Ce contraste? Ce calme? Je l'écoutais parler, je répondis aux bons endroits, mais quelque chose en moi s'était détaché. J'observais désormais chaque geste, chaque intonation, comme un analyste en mission, pas comme un compagnon amoureux. Nous avions un dîner chez son frère ce soir-là. Devant toute sa famille, elle passa son bras autour de ma taille et lança d'une voix légère. Il fera bientôt sa demande. Il a enfin arrêté d'avoir peur de l'engagement. Rire autour de la table. Moi, un sourire mécanique, la mâchoire crispée. Mon ventre se retournait. Je la regardais jouer la comédie d'un avenir auquel elle ne croyait pas une seconde, pas si j'en croyais son fichier. Le lendemain matin, mon avocat m'appela à 8h12. Sa voix était tranchante. Adrien. Surtout, ne la confronte pas. Pas encore. On te protège d'abord. Tu n'as rien vu. Rien lu. Rien compris. On contrôle le terrain avant de bouger. Il avait déjà commencé les démarches. À midi, il m'envoya un document, un accord de cohabitation, clair, bétonné. La maison, 100% à mon nom. Mes comptes, entièrement distincts. Aucun droit dérivé de la résidence. Aucune reconnaissance implicite de vie maritale. Aucune ouverture à une future réclamation financière. Un mur juridique haut de 2 mètres, protocolé, blindé, prêt à intercepter n'importe quelle stratégie. J'ai imprimé l'accord, l'ai posé soigneusement sur la table de la cuisine, juste à côté d'un stylo. J'ai ajouté un petit mot. Document standard conseillé par mon conseiller financier. Pour nous protéger tous les deux. Elle rentra vers 18h, épuisée, jeta son sac, remarqua immédiatement la feuille. C'est quoi? Demanda-t-elle. Juste un truc administratif. Apparemment recommandé pour les couples non mariés. Rien de dramatique. Elle lut le titre, fit une moue blasée. Ou du moins, elle fit semblant. Oh, ok. Je signe où? Là. Pas une seule question. Pas un regard inquiet. Elle signa en moins de 2 minutes, d'un geste rapide, presque impatient, comme si ce n'était qu'une formalité. Elle n'a pas lu une seule ligne. Je l'ai observée, et pour la première fois depuis la découverte du fichier, une pensée froide s'est imposée. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Elle avance toujours en terrain conquis. Et quand le terrain se durcit sous ses pieds, elle ne remarque rien. Pas encore. Ce soir-là, en la regardant aller et venir dans la maison, une étrange sensation s'est installée. J'avais déjà pris 3 coups d'avance. Et elle ne s'en doutait même pas. Les premières fissures, minces et presque invisibles, venaient d'apparaître dans son plan parfait. Et la suite, allait les transformer en failles béantes. Le samedi après-midi, elle était affalée sur le canapé, en train de faire défiler Instagram comme si c'était un travail à plein temps. Je me suis assis à côté d'elle, l'air parfaitement détendu, comme si l'idée m'était venue spontanément. Élise, tu penses parfois à notre futur? Mariage? Enfant? Elle a relevé la tête, son visage s'est illuminé d'un sourire large, presque triomphant. Elle croyait que sa stratégie portait ses fruits. Elle croyait que j'entrais dans son couloir bien balisé, celui qu'elle avait tracé dans son fichier comme une autoroute vers ses objectifs. Elle posa sa main sur ma cuisse, déjà dans son rôle. Bien sûr que j'y pense. Et c'est là que je l'ai laissé s'approcher dangereusement du sommet, pour mieux couper la corde. Je souris doucement, puis je lâchai la phrase qui allait pulvériser chaque ligne de son plan quinquennal. J'ai décidé que je ne veux pas d'enfant. Jamais. Je prévois de faire une vasectomie. Le sourire d'Élise se figea. Ses yeux se vidèrent en une seconde, comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation du projecteur derrière son regard. Sa peau devint blanche, puis légèrement rosée, puis blanche à nouveau. On aurait dit qu'elle tentait de recalculer une trajectoire GPS devenue soudain impossible. Je la regardais. Silencieux. Calme. Et j'ai vu exactement le moment où son château de cartes s'est effondré. Une micro-expression imperceptible pour la plupart des gens, mais criante pour quelqu'un qui connaît désormais la mécanique de son esprit. Son plan ne survivait pas à la stérilité volontaire. Son fichier n'avait plus de fondation. Et elle le savait. Le lendemain matin, elle lança la première offensive émotionnelle. Dès l'aube, elle pleurait.
Vraiment pleurait. Gros sanglots, voix brisée, tremblement. Comme si j'avais arraché un rêve d'enfance alors que tout ce qu'elle avait jamais planifié, c'était une pension alimentaire. J'ai toujours rêvé d'être mère, tu me détruis, tu me prives de ma destinée. Je restais calme. Un simple. Je comprends que ce soit difficile à entendre. Et le silence. Le vrai. Celui qui lui faisait perdre pied. Les larmes laissèrent place à la manipulation douce. Tu vas regretter. Tu as peur. C'est ta peur qui parle. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te montrer qu'on peut être une famille. Puis, quand ça ne fonctionna pas, elle monta d'un cran. Les reproches. Les cris. Les gestes exagérés. Elle avait perdu son script, et son improvisation était médiocre. Le pic arriva 2 jours plus tard, lors d'un dîner avec mes amis. Elle avait insisté pour venir, souriant comme une hôtesse parfaite. Je croyais naïvement qu'elle allait faire bonne figure. Erreur. Elle explosa devant tout le monde. Entre 2 bouchées de pâte, elle se leva brusquement, tapa sa main sur la table, renversa un verre d'eau et hurla. Adrien a peur d'être un vrai homme. Voilà la vérité. Il est pathétique. Pathétique. Le silence tomba comme un couperet. Les conversations s'éteignirent. Les regards se tournèrent vers nous, puis vers elle. Et elle, tremblante, le mascara coulant, attendait que je réagisse, que je me torde, que je me justifie. Je restai immobile. Le cœur lourd, oui. Mais immobile. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange étrange, panique, rage, humiliation, et surtout l'impression que, contrairement à ce qu'elle avait vécu toute sa vie, la scène ne tournait plus autour d'elle. En quittant le restaurant, elle me lança un dernier coup de poignard verbal. Tu m'as mise dans une situation impossible. Tu m'as humilié. C'était ça, le pire. À ses yeux, c'est moi qui l'avais embarrassée. Pas son explosion publique. Pas ses insultes. Pas son comportement incohérent. Juste le fait que je refusais d'entrer dans le rôle qu'elle avait écrit pour moi. Et ce fut exactement à ce moment-là que j'ai compris. Elle n'était plus en train de perdre le contrôle de la situation. Elle perdait le contrôle de moi. Après l'épisode du dîner, Élise ne tenta même plus de sauver les apparences. Elle passa directement à l'hostilité ouverte, comme si l'effondrement de son plan l'avait libérée de toute façade. La première étape fut financière. Un samedi matin, elle déclara d'une voix plate en se servant du café. Je ne paierai plus ma part. Tu gagnes plus. C'est logique que tu assumes tout. Elle le dit comme une évidence, comme si le simple fait de respirer dans ma maison lui donnait droit à tout. Quand je ne répondis pas, elle ajouta. Et puis, c'est toi l'homme. Prends tes responsabilités. Je ne cédais pas. Je notais simplement le changement. La deuxième étape fut domestique. Elle laissa volontairement la maison dans un état catastrophique. Assiettes empilées dans l'évier, vêtements jetés par terre, nourriture renversée sur le comptoir. Un matin, je trouvais même un verre brisé qu'elle avait laissé pour que je voie ce que ça fait de vivre dans un environnement toxique. Puis un jour, en rentrant plus tôt, je l'ai trouvé en train de fouiller mon meuble de rangement verrouillé, celui où je garde mes documents fiscaux, mes relevés bancaires, et tout ce qui touche à ma vie administrative. Je cherchais juste un chargeur. Déclara-t-elle, le plus mauvais mensonge du monde. Elle tenait mon dossier fiscal ouvert entre les mains. Avant que je puisse réagir, une autre voix résonna dans la maison. Manon, sa meilleure amie, surgit sans frapper, dans un mélange de colère et de panique jouée. Élise peut prendre la moitié de ta maison. Tu le sais, ça? Tu es foutu, Adrien. Je me tournai vers elle avec un calme glacial. Elle a signé un accord de cohabitation. Elle n'a légalement droit à rien. Manon devint livide. Elle balbutia une insulte et quitta la maison tellement vite que la porte faillit sortir de ses gonds. Ce soir-là, Élise entra dans une crise comme je n'en avais jamais vu. Elle hurla, parcourant la maison à grands pas, frappant les murs du plat de la main. Tu m'as utilisé. Tu m'as utilisé. Tu m'as détruite. Tu m'as ruinée. Je sentais son hystérie monter, un mélange de colère et de panique pure. J'attendis simplement qu'elle respire un peu entre deux cris, puis je répondis d'une voix basse, parfaitement posée. Élise, tu as 30 jours pour quitter la maison. Elle se figea. La stupeur, la peur, puis la rage traversèrent son visage comme des éclairs.
La nuit fut un chaos silencieux. Elle claquait les portes, fouillait les placards, comme si elle cherchait quelque chose à utiliser contre moi. Et au matin, son ordinateur avait disparu. Le même ordinateur sur lequel se trouvait le fameux fichier. Je me sentis soudain très, très vieux. Peu après, les premières attaques extérieures commencèrent. Elle racontait partout que j'étais un tyran financier, que je l'avais isolée, qu'elle n'avait jamais eu accès à rien. Ironique quand on sait qu'elle avait fouillé tout ce qu'elle pouvait atteindre. Puis vint un message imprimé, glissé sous ma porte dans une enveloppe bon marché. Un pseudo-avis légal, rédigé par la fameuse amie parajuriste, une page maladroite remplie de jargon approximatif, me déclarant dans l'impossibilité d'expulser une personne résidant au foyer commun sans décision judiciaire préalable. Je l'ai envoyé à mon avocat. Réponse en moins de 10 minutes. Faux. Illégalement formulé. Sans valeur. Continuez comme prévu. Un deuxième message de lui suivit. Adrien, ce niveau d'agitation et de mensonge indique qu'elle perd pied. Soyez prudent. Quand un plan échoue, certaines personnes deviennent dangereuses. Et il avait raison. Je pouvais le sentir. Ce n'était plus une manipulation douce, ni une stratégie financière. C'était une noyade. Et elle s'accrochait à moi comme si j'étais la dernière bouée, prête à me tirer sous l'eau avec elle. Elle est revenue avec son père et son frère pour commencer le déménagement. Atmosphère lourde, presque électrique. Son père gardait le regard au sol, honteux, comme s'il savait qu'il n'avait plus aucun argument pour la défendre. Son frère, lui, m'a pris à part, à voix basse, le regard grave. Elle répète qu'elle va te détruire. Je sais que c'est compliqué. Mais fais attention à toi. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement sincère, le premier signe que même sa famille commençait à voir ce que je voyais. 3 jours plus tard, alors qu'elle avait déjà emporté plus de la moitié de ses affaires, elle est revenue sans prévenir. Elle a utilisé son ancienne clé que j'avais désactivée et s'est mise à frapper violemment contre la porte, hurlant mon nom avec une voix chargée d'une rage presque animale. La caméra de sécurité a tout enregistré. Les cris, les insultes, les tentatives de forcer la poignée. Je n'ai pas ouvert. Le lendemain, elle a réussi à me retrouver à mon bureau. Nous avions oublié un détail, le partage de localisation via Google Maps, activé des mois auparavant, pour la sécurité. Elle m'attendait dans le parking, adossée à ma voiture, ses yeux rouges, ses gestes brusques. Tu vas payer. Je vais ruiner ta carrière. J'ai des témoins. Je dirai que tu m'as frappé, que tu m'as enfermé. Je ferai en sorte que tu perdes tout. Sa voix tremblait, pas de courage, de panique pure. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de mon avocat sous ses yeux. J'ai dit calmement. Maître, elle est ici. Parking de mon bureau. Menace verbale. Vous entendez tout? Elle s'est figée, puis a couru vers sa voiture, a démarré en trombe au point de faire couiner les pneus. Toute fuite est une confession silencieuse. Ce soir-là, mon avocat lança la procédure sans hésiter, demande d'ordonnance restrictive pour harcèlement, menace et tentative d'intrusion. La salle d'audience, une semaine plus tard, était glaciale. Elle se tenait à quelques mètres, les yeux gonflés, ses mains tremblantes, jouant encore le rôle de la femme blessée. À côté d'elle, sa mère reniflait bruyamment. Le juge parcourut rapidement le dossier. Capture d'écran, vidéo, appels enregistrés, témoignages de mon voisin. Madame, avez-vous tenté d'entrer dans le domicile de Monsieur Lavoisier après avoir déménagé? Je vérifiais mes affaires. Avec un double de clé qui n'était plus valide? Silence. Long, pesant, impossible à maquiller. Le marteau du juge frappa la table. Ordonnance restrictive accordée. Distance minimale, 500 pieds. Durée, 1 an renouvelable. Sa mère éclata en sanglots, pointant son doigt vers moi. Vous détruisez la vie de ma fille. Le juge ne lui laissa même pas finir. Madame, asseyez-vous ou je vous fais sortir. Votre fille s'est détruite toute seule. J'aurais voulu ressentir de la victoire. Ou du soulagement pur. Mais ce fut plutôt une sorte de vide calme, la fin d'un long orage. Aujourd'hui, elle est partie. Plus de messages. Plus de cris devant ma porte. Plus de menaces de carrière détruite. Le silence, enfin. Un silence propre, lourd, mais respirable. Et parfois, je repense à ce fichier.
Notre avenir, 5 ans. Les tableaux, les échéances, les calculs. La grossesse planifiée. La mise sous dépendance financière. Puis le divorce programmé comme une opération comptable. Je revois chaque ligne. Et je comprends enfin ce que je refusais d'admettre. Elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ma stabilité. Mon salaire. Ma maison. Ma prévisibilité. J'étais un tremplin. Un socle. Un prête-nom temporel pour sa version idéale d'elle-même. Mais je suis sorti. Tiens debout. Et chaque nuit où je m'endors sans entendre une porte claquer, je me rappelle ceci. J'ai échappé à bien pire qu'une rupture. J'ai échappé à une vie entière construite sur un mensonge. Et moi, contrairement à son plan quinquennal, je peux enfin reconstruire le mien.